You know who I am, Sí, Steve. and you know my reputation. Sí, señor. And yet you place a bet with me, and you don't have the fucking money to pay. I'll pay you later, carnal. Steve does not accept fucking layaway. If you make a fucking bet with Steve, you fucking pay Steve when his fucking cock wins. Do we comprehende? Sí, señor. Obviously not. Obviously you don't comprehend. Fuck him up. What the hell? Rough his fucking ass up. Check his pockets, Aaron. Search every fucking nook and cranny of that cheapskate. Nada! I'm gonna cut your fucking dick, and maybe they'll put a fucking smile on your fucking face. Maybe. Maybe we will cut this motherfucker's balls off. You know what? I can cut off your titties. Don't make him call me, Steve. Titty titty bang bang. No. He will titty titty bang bang you. He will fucking cut your tits off right here. To him, my donkey. It's all I have. Fuck your donkey, bitch. Yeah, fuck that donkey. Why the fuck would I want that thing? He can carry things, and you can make money with him. Paint him like a zebra and charge gringos. Charge a who? The tourists. Take photos. Honestly, I can't even believe you would look at me and the word gringo would even come to mind. I think we got a fucking Mexican racist. Does it make your life easier just to throw a quick racist term at somebody? A man who has seen the things I've seen, experienced the loss and pain that I've experienced. I transcend race, hombre. You understand, you motherfucker, you fucking cocksucker? Of course, senor. You are no gringo. Thank you for acknowledging that. Word of advice. Next time you want to bet on my cock, you better bring some fucking pesos. Got it, S.A.? I got you, Steve. Gracias. Gather the jackass and the cock. We're out of here. Come on. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 33. Cette semaine, émission Loser, Amour et Huge Fat Cock. Il est tôt, le matin indique le chant du coq. Installé dans son coin, il chante son 5 o'clock. Lui qui maîtrise si bien sa musique et qui se moque de tous ses voisins qui ne connaissent rien des baroques. Mais pour lui, c'est bientôt la fin. Déclin amorcé, la famille renvoie son soutien. Plus rien à plumer. Elle, que l'on sait morte de faim, toujours affamée, va faire chanter d'autres refrains à tous ses poulaillers. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est le mieux que les autres. Donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation du groupe Mano en 2015, qui donc chantait sur le coq et le poulailler. Nous allons parler d'une ressortie chez Carlotta en Blu-ray d'un film de Monty Hellman de 1974, The Cockfighter avec Warren Oates. Et ensuite nous parlerons de deux sorties cinéma récentes. Pour commencer, Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand et Abbott Kim Soe de Julie Jung. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine flotte de la critique du Grand Ouest, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et c'est tout, car Erwan, c'est déjà pas mal, car Thibaut n'est pas de nôtre ce soir, car il est rentré hier soir de vacances, donc vous le comprenez. Le jet lag, tout ça. Quoi. Voilà, c'est ça, le jet lag de l'ouest de la France. Ouais, mais bon, il y a des changements de méridien. Donc, exactement, c'est ça, c'est la mer... le Norois, tout ça, voilà, la mer d'Iroise. Exactement, c'est pas pareil que chez nous. Hein. Exactement, c'est pas pareil. Mais à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, agenda, donc à partir de dans 2 semaines, mais nous y reviendrons, dans le cadre d'un festival organisé par Comptoir du Doc, ce sera donc le festival Image E2 Justice à Rennes, avec dans plusieurs lieux, plusieurs projections et rencontres, donc évidemment autour du cinéma documentaire et autour de la question de l'image, de la justice justement, et comment la représenter et représenter les différentes justices. Mais nous y reviendrons en plus en détail la semaine prochaine. Sinon, toujours à Rennes, c'est le 14 mai, je vous le rappelle, que dans le cadre des films du dimanche soir, que nous-mêmes et nos camarades du cinéma est mort vous proposons tous les mois. Donc le film du dimanche soir fête ses 5 ans, et comme nous sommes originaux une fois de plus, nous repassons le premier film que nous avions diffusé, donc Starship Troopers
de Paul Verhoeven. Voilà, un film qui est toujours bien de revoir par les temps qui courent. Enfin, de voir ou de revoir, hein, bien sûr. On n'en manque jamais assez. Sinon, RIP de la semaine, on a appris cet après-midi la mort de Harry Belafonte, à l'âge vénérable de 96 ans quand même. Ah zut, je savais pas. Bon, il aura bien vécu, mais évidemment... J'aime bien le Calypso, moi. Voilà. J'aime bien Harry Belafonte, même s'il n'a pas fait que ça. Ouais. Mais... Le roi du Calypso, qu'on m'appelait, grand chanteur, grand acteur afro-américain, s'il en est, très engagé pour les droits civiques. On avait parlé du coup de l'escalier il n'y a pas très longtemps. Exactement, voilà. Le monde a le cher et le diable aussi. Et dans un Costa Gavras, White Man, avec John Travolta, et il n'y a pas de Dustin Hoffman là-dedans. C'est un des Costa Gavras américains dont personne ne se souvient, mais qui... voilà. Et dont le dernier rôle de Harry Belafonte aurait été dans Black Clansman de Spike Lee en 2018. Donc quand même à 91 ans, il avait encore bon pied, bon oeil. Paix à son âme. Donc voilà, Harry Belafonte. Sinon, au niveau des sorties cinéma de la semaine, il y a le nouveau film de Ari Aster, le réalisateur de Hérédité, Midsommar, qui sort, qui s'appelle Beau is Afraid, avec Joaquin Phoenix pendant 3 heures. 3 heures, ça dure. Waouh. Voilà. Déjà que les deux autres étaient bien fournis en faisant chacun au moins 2h30 bien tapés, là ça fait quasiment ces 3 heures. D'accord. Moi j'avoue avoir un enthousiasme très limité, n'ayant pas aimé ces 2 premiers films. Là je suis un peu... Je suis un peu réservé aussi. Mais voilà. Bon. Si jamais tu le vois, tu me dis pour en parler. 3 heures. Voilà, mon intérêt est quand même somme toute limite. À voir, quoi. Je trouve ce garçon un peu trop boursouflé et ses films aussi. Sinon, il y a le nouveau film de Damien Vifron, misanthrope, jeune entre guillemets, mettant en scène espagnol. Argentin. Argentin. Enfin, Les Nouveaux Sauvages, c'est un film argentin. Oui, c'est ça. D'expression espagnole. Voilà, d'expression hispanisant. C'est ça, hispanisant. Ouais. Donc voilà, c'était très bien d'ailleurs. On est toujours aussi fort en géo. Hein. Oui, c'est ici, en attendant Godard, grande émission de géographie. Hein. Donc oui, argentin. Donc. Voilà, c'est ça exactement. Donc il sort demain, qui est un polar qui a l'air plutôt chouette. Donc voilà, misanthrope chez Espagnol. Je crois que j'ai vu passer des... il y a un casting sympathique. Et puis il passe à Rennes, donc voilà. Moi je pense que pour le coup, j'irai vérifier ça. Sinon, il n'avait pas réalisé de film, je crois, depuis quasiment une dizaine d'années. C'est Kim Chapiron, donc le réalisateur de Dog Pound, de Shaitan et de la crème de la crème. Donc voilà, qui revient avec le jeune imam. Dis donc, encore un enthousiasme débordant. Quel Chapiron Oui, non plus. Pas souvenir que ça soit bien. Shaitan c'était drôle, mais je crois que c'était involontaire. Ça dépendait des moments. C'était en tout cas assez raté. La crème de la crème, c'était sur les B2 et les écoles de commerce. C'était absolument abominable. Et Dog Pound, c'était son film de prison, mais finalement un film de prison assez gentil où les gens se piquent des pépitos. Donc ce qui était quand même... D'accord, ce qui allait. Ça allait, quoi. Ça va, prison sympa. Donc voilà, ça sort demain. Sinon, il y a Quand tu seras grand avec Vincent Macaigne et Aïssa Magaz, donc sur la cohabitation dans une maison de retraite avec une école primaire. Voilà, film social, comédie, quiproquo, mélange des générations. Vieux grognon contre... Voilà, c'est ça. Contre jeunes malicieux. Contre jeune femme hyper ouverte. Voilà, c'est ça, exactement. Sinon, il y a une comédie française qui s'appelle Notre tout petit mariage. Ouais, je l'annonce. Oui. Ça a l'air génial. Voilà. À vérifier, bien sûr. Ça a l'air d'être un tout petit film. Et aussi, peut-être, un petit film sympathique, peut-être. Et sinon, après 30 Years in the Making, il sort en France maintenant. Il était en avant-première il y a 2 semaines à l'Arvor à Rennes. Donc c'est Mad God de Phil Tippett. Ça a l'air bizarre. Voilà, son film en stop motion qu'il a tourné en général dans les moments de pause qu'il avait sur les gros films qu'il faisait, donc les Starship Troopers. Ça a l'air bien barré. Donc voilà, film d'exploration souterraine où un personnage tombe dans des catacombes et des arcanes d'un monde étrange. Il va vivre des aventures comme ça. Très beau film. J'ai beaucoup de réserves, mais par contre, visuellement, c'est vrai que quand même, il n'y a pas à chier, c'est beau. J'imagine que ça va pas mal. Il passe donc, en tout cas à Rennes, toute cette semaine, donc à l'Arvor. Voilà, c'est ça. On parlera de certaines de ces choses aussi, on en voit, et d'autres trucs aussi, donc la semaine prochaine. Et en attendant, on va passer à la section critique de cette émission et on va parler de Combat de coq. John Ford always said, the main thing with an actor is the hat. That's the first thing you got to have. If you haven't got a decent hat or something that portrays that character. Yeah, he loves
En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Al Hendricks avec Cockfighter, précédé d'une courte intervention du grand, de l'immense Ben Johnson, qui parlait de l'importance des chapeaux chez un comédien d'après John Ford, lors d'un documentaire sur Warren Oates sorti en 1992. Warren Oates que l'on retrouve en personnage principal donc, du film de Monte Hellman Cockfighter, qui vient de ressortir en Blu-ray chez donc, Carlotta. Film... étrange, on va dire. En tout cas, film bien de son époque, donc de 1974, dans lequel Warren Oates joue un éleveur manager de coqs de combat, comme il s'en déroulait beaucoup dans le sud des USA à l'époque, et qui est un garçon qui, par le passé, parlait beaucoup trop, avait une beaucoup trop grande gueule quand il buvait. Warren Oates, quoi. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'il a perdu tous ses paris. Et une fois il a perdu un pari un peu trop fort, il a décidé qu'il ne parlerait plus tant qu'il n'aurait pas gagné le championnat de combat de coq. Et donc effectivement pendant tout le film Warren Oates reste mutique. Il y a un peu de voix off parce qu'il assure la narration du film, mais sinon il reste mutique jusqu'à la scène finale. Et donc on le voit déambuler avec ses concurrents et camarades, notamment Harry Dean Stanton, autre acteur régulier des films de Monte Hellman. Et c'est un peu cette pas cette dérive, mais cette chronique d'une vie parallèle du sud des USA que Monte Hellman met en scène, qui pour Monte Hellman, donc réalisateur de la première période, on va dire, des productions de Corman, comme ses petits camarades de l'époque, comme Francis Ford Coppola, comme Jack Nicholson, tout ça, qui a commencé donc on va dire milieu des années 60. Il fera d'ailleurs 2 excellents westerns avec Jack Nicholson qui le rendront célèbre, donc The Shooting et L'Ouragan de la Vengeance. Et après, il fera un des plus fameux road movies américains des années 70, Macadam à deux voix, Two Lane Blacktop. Film qui n'avait pas du tout marché à l'époque. Des films qui n'ont pas du tout marché, mais qui au fur et à mesure ont acquis leur culte et ont fait plus ou moins son statut de cinéaste légendaire, mais vraiment maudit. Et début des années 70, il revient dans le giron de Corman, alors qu'on veut dire que la deuxième génération des Cormaniens arrive avec des Joe Dante donc et compagnie. Ouais, Jonathan Demme. Oui, Demi aussi avait commencé là. Et donc, au lieu, à l'inverse de beaucoup de ses petits camarades, donc comme Ford, qui sont passés dans des films de série A, dans des grosses productions américaines, lui, finalement, il reste dans la série B. Il revient avec Corman, qui lui amène ce bon sujet. Parce que ce bon Roger est toujours dans les bons coups, se dit il y a un marché avec le sud des USA, avec tous ces hillbilly et ces ploucs qui adorent les combats de coq. Eh bien, écoutez, pas de problème, moi je peux vous faire un film sur les combats de coq. Et donc il achète les droits d'un roman de Charles Wilford qui écrit sa propre adaptation pour le cinéma, que Monte Hellman va essayer en vain de réécrire, mais ça ne plaira pas du tout à Corman parce que ça ne rentre pas dans ses optiques de production et ses visées d'exploitation dans le sud des USA notamment. Donc il y aura évidemment des frictions entre Corman et puis Monte Hellman, parce que Monte Hellman a quand même un peu une vision de hauteur d'un film. Ce qui évidemment ne plaît pas du tout à Roger Corman. Le seul auteur du film, c'est Roger Corman, et c'est pas quelqu'un d'autre. Et étrangement, le film arrive quand même à se tenir, et même si on voit bien ces questions de production assez étranges et assez chipouilles qui sont presque une marque du cinéma de Roger Corman, mais donc film sec puisqu'il fait 1h22 et où on suit donc la déambulation d'un Warren Oates absolument et évidemment comme souvent, mais là peut-être encore plus que des fois magnifique. Il est magnifié par la caméra de Monte Hellman avec qui il a tourné plusieurs fois. Ils ont fait 5 ou 6 films ensemble, je crois. Comme pour Sam Peckinpah, autre cinéaste avec qui il entretient beaucoup de points communs. Warren Oates est un des acteurs fétiches de Monte Hellman. Et moi, en revoyant le film, parce que je l'avais vu il y a quelques années dans une version toute pourrite, en revoyant le film, ça m'a fait penser à un autre film de Sam Peckinpah, justement, un film qui date d'un peu avant, qui date de 70 ou 71, qui est Junior Bonheur, qui est un film dans lequel donc Steve McQueen joue un mec qui fait du rodéo mais qui est un peu sur le retour, qui est un peu fatigué et qui essaye constamment de remonter en selle et surtout de montrer que quand même il a encore de l'honneur, même si ce qu'il fait n'est plus au niveau qu'il avait avant. Et je trouve qu'il y a cette même vibe à la fois d'Americana et de fin du western, et ce côté de loser magnifique qui essaye de se remettre en selle avec des sports qui intéressent une certaine frange de l'Amérique.
Docteur. Oui, bah effectivement, oui, c'est un film. Alors moi, je l'avais jamais vu, hein, ce film-là. C'est la première fois. Moi, j'avais vu effectivement les autres Monty Hellman dont tu as parlé, même si ça remonte à quand même un petit bout de temps, parce qu'il y avait une espèce de petit revival Monty Hellman dans les années 2000. Voilà, parce que notamment, il avait sorti son dernier film en 2010. Je crois que Jean-Baptiste Auré en avait pas mal parlé aussi. Enfin bon. Et Monty Hellman qui est décédé il y a 1 an et demi. 1 an tombant chez lui. Oui. Et voilà, il a 91 il est mort. ans. On pensait qu'il était mort du Covid, mais non, il est mort il s'est cassé la gueule chez lui. Il est mort. C'est comme ballot. Beaucoup de vieux. C'est ballot. Donc film qui est effectivement film. C'est marrant parce que le film sort, il me semble que Massacre à la tronçonneuse, si je me trompe pas, 74 aussi. Et alors c'est marrant parce que c'est une espèce d'envers en fait. Moi, c'est-à-dire que les films n'ont pas du tout de point commun, mais c'est plutôt une espèce d'ambiance du Sud, ambiance un peu crado, un peu décatie en fait, espèce de ce sentiment d'une Amérique qui est en pleine déliquescence. Et ce côté un peu poisseux, baillouteux. Ouais, poisseux, voilà, un peu humide, puis voilà, avec des trognes, des personnages à trognes et tout ça, sauf que justement, c'est l'envers plutôt dans la perception, justement, de cette Amérique, qui n'est pas du tout traitée, qui chez Hooper est traitée comme une espèce d'excroissance monstrueuse de l'Amérique. Ou dans Sans retour de Walter Hill plus tard aussi. Dans Sans retour, enfin le Hillbilly. Voilà, et d'une manière générale, d'ailleurs, dans 2000 Maniacs, enfin voilà, c'est une vieille tradition du cinéma américain que de décrire les habitants des États dégénérés. Voilà, les habitants des États du Sud, voilà, comme le Sud dégénéré. Là, c'est intéressant parce que là, on est plus dans une approche, à mon avis, ethnographique des choses, beaucoup plus cinématographique bien évidemment, mais avec un regard presque d'ethnologue, c'est-à-dire que moi j'ai pas du tout ressenti de jugement de valeur en fait, ni d'ailleurs à la fin du film j'étais pas plus renseigné sur ce que Monty Hellman pense des combats de coq par exemple. Donc je pense que c'est un film, alors vous pouvez très bien l'aborder on peut très bien l'aborder sous un angle moral, et effectivement si les violences sur animaux vous bottent pas trop au cinoche, je déconseille Cockfighter, parce que qu'il y a aussi des vrais combats de coq avec des vrais coqs qui se chopent la tronche. Et puis documentaire sur les combats de coq avec moult au ralenti, technique d'attaque, d'approche et une vraie violence. Une espèce de barbelé sur les ergots là, et tout ça. Enfin, c'est quand même c'est un film assez violent quoi, de ce point de vue-là, surtout que nous on n'a plus du tout l'habitude, alors que dans les années 70 au contraire, c'est pas le seul film. Chez Peckinpah aussi, il y a des poules qui se font décapiter dans Pas de Garrett, des animaux dans les films italiens. Ça c'est encore autre chose. Bon voilà, donc sauf qu'on n'est pas dans le c'est étrange parce qu'on n'est pas dans le, c'est-à-dire que moi j'ai vraiment, on n'est pas dans la complaisance. C'est-à-dire que moi c'est pas du tout un monde dans lequel j'ai spécialement envie de vivre ou auquel je trouve un charme particulier, mais en fait les carreaux et les chapeaux. Non, mais par contre les personnages, il y a une espèce de côté presque chevaleresque en fait chez les personnages. Les personnages s'affrontent par coq interposé, et on a parce qu'ils font des tournois. Voilà, et on a l'impression au début du film que Harry Dean Stanton c'est le grand antagoniste. Donc on s'attend à un Stanton ricanant, truquant les matchs et tout, et pas du tout en fait. Le grand match final en fait se fait complètement à la régulière, de manière en plus les mecs sont réglo. Voilà, et puis c'est totalement anti-spectaculaire quoi. C'est-à-dire que les relations de Warren Oates avec sa petite amie au début du film, Harry Dean Stanton, avec sa régulière après, qu'il aime. Mais qu'il aime, mais voilà où c'est compliqué parce que elle comprend pas trop ce qu'il fait. Enfin, et puis il parle plus. Voilà, et puis parle plus, voilà. Donc il y a cette espèce, l'histoire du mec qui revient en plus dans son bled, donc il traîne une espèce d'échec derrière lui, enfin. Et en même temps, les autres personnages sont pas présentés comme d'affreuses raclures. Même un sénateur qu'on sent bien conservateur, qui parle à l'associé d'origine polonaise, américain d'origine polonaise, une très bonne scène où il lui parle de la Pologne comme quoi c'est tout pourri comme pays quoi, et où le sénateur se barre, et l'associé de Warren Oates qui lui dit mais attends, mais moi je suis un Américain de la 4e génération, il me parle comme si je venais de débarquer du bateau quoi, tu vois, voilà. Donc avec une espèce donc il nie pas du tout le racisme, il nie pas du tout le fait par exemple que les Afro-Américains qui n'arrivent qu'arrivent avec des tractopelles parce que c'est eux les ouvriers de chantier qui sont chargés à un moment de déterrer une baraque en fait pour l'emmener ailleurs quoi. C'est génial ça. Ouais, qui est une super scène. Et pareil, ce personnage qui est un personnage qui est mi-mufle, qui est mi-gouja, mi-brave type, et dont on sait jamais trop quoi
pensée en fait, et il y a une espèce de suspension du jugement généralisé dans ce film-là qui est assez étonnante, justement, dans une décennie en plus, qui est une décennie quand même où les choses sont plutôt marquées idéologiquement dans le cinéma américain. Et c'est vrai qu'il appartient vraiment à une voix, mais qui est une voix pour moi qui n'est pas si éloignée que ça de ce qu'on pourrait trouver sous une forme peut-être plus propre, mais chez un Jeff Nichols par exemple. Voilà, cette espèce d'école du Sud où les mecs ont bien conscience du côté, comment dire, conservateur, voire réactionnaire, mais où marqué par l'histoire, il reste sur la guerre de sécession, sur ce côté perdant. Mais où il y a aussi quand même une histoire de prolétariat agricole comme ça qui est un peu célébré en fait. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté americana, c'est-à-dire une espèce de vision un peu mélancolique en fait des États-Unis, mais sans jamais par contre avoir aucun mépris pour les gens qui sont filmés, sachant que la plupart des figurants, à mon avis, sont des habitants oui, puis mélancolie, mais comme tu disais, sans jamais non plus les glorifier ou les montrer comme des gens glorieux, parce que c'est quand même des gens qui font des combats de coq, et genre le championnat du monde, ça réunit 25 personnes dans une grange arrière. La seule forme d'iconisation que moi j'ai pu discerner à l'intérieur du film, c'est la copine de Warren Oates, avec une super scène au bord d'une rivière où elle se dénude, ils ont une conversation ensemble, puis ça se passe pas super bien, et elle est filmée sur une espèce de fond blanc comme ça, avec une longue focale. Enfin, je trouve qu'elle est très très belle dans cette une espèce de lumière comme ça. Il y a quelque chose de très très beau dans la manière dont il filme cette jeune femme, mais c'est la seule. Moi je trouve que Warren Oates en fait il n'est pas iconisé, il est juste classe naturellement. Ouais, parce que vu qu'il ne parle pas du film, qui reste mutique, donc comme je disais, il y a juste sa voix off, tout passe par la manière dont bouge son corps. Et c'est film muet quasiment à certains et par moments. son regard. Et il a en plus dans quasiment tous ses films, Warren Oates a un visage qui est très marqué par la vie, par ses excès, par ses conneries. Tu sens qu'il a vécu des trucs. Tu sens qu'il a vécu, alors qu'il n'était pas si vieux que ça à l'époque. Il avait même pas 50 balais. Et tu sens vraiment le côté très marqué et toute la mélancolie qu'il porte dans son personnage, où tu sens vraiment que c'est un truc qu'il a intégré. Et je trouve que la manière dont il bouge et la manière dont il parle avec son regard ou avec quelques mouvements des mains, c'est admirable. Et c'est vrai que finalement, tout le reste des dialogues sont assez superflus. Oui, parce qu'en fait, tu pourrais quasiment regarder le film sans bande-son. Quasiment. Je veux dire, tu comprendrais quand même ce qui se passe. Ou tu comprendrais d'ailleurs moyennement ce qui se passe. Parce que de toute façon, moi, j'avoue que les combats de coq, j'y connais rien. Et, les règlements. Et voilà, les règlements. Ergots, Par contre, tu vois, tu sens bien tout l'intérêt je dis, c'est pour ça qu'il y a un côté presque ethno. Quoi. Tu sens l'intérêt de Montalban pour la dimension, pour le côté rituel, en fait. La reine, les personnages qui, quelque part, une espèce le combat de coq comme une espèce de catharsis aussi, des rapports humains, en fait. Les règlements qu'on doit respecter. Ouais, voilà. Avec une espèce de côté de gentleman plouc. On ne pousse pas le coq avant d'attaquer. On lui souffle pas dans le cul. Oui, voilà. On lui souffle pas dans le cul. Enfin voilà, avec des côtés, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Alors c'est vrai que c'est un peu curieux, comme c'est un monde étrange. Oui, puis un monde violent quand même quelque part, mais avec une espèce de violence ritualisée. Alors ça veut pas dire que ça célèbre. C'est pas comme plus le film comme sur la corrida ou sur moi je suis pas du tout fan de ce genre de choses là. Mais j'ai pas ressenti qu'on me forçait à aimer ça. J'ai pas senti ça. Il y a quelque chose quand même d'assez frontal, suffisamment glorifié. Non, c'est suffisamment frontal pour que tu vois aussi la barbarie, le côté barbare de ce truc-là. Après, Monty Hellman, il faut pas oublier que c'est un monteur au départ, Monty Hellman, et il y a des moments qui sont super bien montés. Les scènes de combat de coq. Je trouve qu'il y en a. Je pense qu'effectivement, il y a des plans d'ensemble. Il y a des coqs, c'est clair, ils ont pris la misère, quoi. Mais il y a d'autres scènes qui sont vachement plus montées. Où, à mon avis, les coqs, où je pense que là, les coqs sont manipulés par des accessoires, parce qu'il y a des contre-plongées, il y a des trucs. Je vois pas comment tu peux filmer ça dans un vrai combat de coq, tu vois. Et sur les gros plans de face, c'est plus par le montage qu'on a l'impression que les coqs s'affrontent. Ça, c'est bien foutu d'ailleurs dans le film. C'est qu'il y a des moments, moi, j'ai pas eu le temps de regarder en détail les plans, mais je suis sûr qu'on verrait pas tant que ça de contact en fait entre les deux coqs, mais c'est des mouvements en fait, c'est des raccords de mouvements et ça fonctionne très, très bien. Comme les combats de boxe des années 50, comme dans les films de Walsh, tout ça, où c'est plus l'amorce du coup qui compte que l'impact en lui-même. Exactement, et je trouve que ça fonctionne très très bien. Pareillement, il y a des très beaux fondus enchaînés, notamment toujours dans cette scène au bord de la rivière avec la jeune femme. Il y a un fondu enchaîné qui dure de manière anormalement longue en fait, alors que le personnage va chez son agent immobilier pour acheter sa propre baraque qu'il a laissée à son frère et à sa sœur et à son beau-frère. Et alors c'est assez étonnant parce que ça, je crois pas avoir jamais vu ça au cinéma. C'est-à-dire que le fondu enchaîné dure sur 2 plans.
Alors vraiment, un fondu enchaîné, c'est sur un plan. Et vous arrêtez le fondu enchaîné à la fin du plan. Et là, ça dure sur 2 plans, ce qui fait que c'est, en termes d'un point de vue de la grammaire classique du cinéma, c'est un peu surprenant. Je me demande s'il n'y a pas ça aussi dans le Dr Jekyll et Mr Hyde de Mamoulian. Il y a un très beau plan comme ça où ils vont voir une prostituée, voilà, Dr Jekyll s'en va, et il y a la jambe de la prostituée qui se balance comme un pendule, en fait, et qui reste à l'écran, alors qu'il est en train d'avoir une conversation avec en lui disant non, je suis pas attiré, moi les femmes, vous savez, blablabla, alors que voilà, le fondu enchaîné nous dit l'inverse. Et là, quelque part, j'ai un peu retrouvé un peu cet esprit-là, c'est-à-dire que c'est le corps de la jeune fille de dos. La dilatation du temps et comment est-ce que ça reste dans l'esprit. Ouais, une espèce de pensée rémanente. Bizarrement, ça m'a aussi fait penser au plan final de Barton Fink. Je pense qu'il n'y a strictement aucun rapport. Mais voilà, je trouve que j'ai toujours... Enfin, moi, je sais pas, je trouve que les femmes de dos devant un horizon, je trouve quelque chose de toujours très mystérieux. On a toujours envie de voir le visage de la personne. Chez Cimino, il y a ça aussi. Les femmes de dos comme ça, c'est toujours très beau. En termes de composition graphique, c'est toujours très très beau. Femme de dos face à l'horizon. Un portrait. Il faudrait regarder le nombre de... Qu'est-ce qu'il y a comme femme de dos au cinéma qui regarde l'horizon? À mon avis, il y en a plein. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est parce que... Et en peinture, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, vous avez... un sujet de master ou de thèse trouvé. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est pas du tout... moi, je trouve qu'en termes de composition, il y a quelque chose de très apaisant, en fait, à regarder. Et voilà, et moi, le montage m'a vraiment bien plu. C'est-à-dire, quand tu sens bien que le budget est petit, que c'est le bordel, le rapport à la temporalité est très curieux, parce moi, j'ai aucune idée de combien de temps il se passe entre la première et la dernière scène. C'est passé 6 mois, comme 2 semaines. C'est impossible de le savoir. Donc du coup, c'est assez un peu heurté en termes de montage. Ça peut être un peu surprenant si on attend un film de facture classique, ça peut être un petit peu surprenant, quoi. Mais moi, ce que je trouve, en fait, le truc, c'est que Monty Hellman, c'est pas pour rien, à mon avis, qu'il est devenu culte, c'est que Monty Hellman, il fait vraiment partie de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle vague américaine. C'est-à-dire que c'est le Nouvel Hollywood, c'est à peu près la même époque. Qui est pas un truc constitué comme la nouvelle vague française, mais c'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont introduit la modernité dans le cinéma américain, Monty Hellman, il en fait partie, quoi. Comme Sam Peckinpah, comme John Cassavetes. Macama de voix, c'est un film qui n'a pas marché, mais comme on dit, tous ceux qui l'ont vu après ont fait un film, quoi. Quand tu penses que la photo est de Nestor Almendros, quand même, qui me semble a bossé avec Romer. Voilà, donc je me dis, ça a dû lui changer. Entre 2 Romer, ça a dû être bizarre. Mais quelque part, tu vois, donc ça, même si c'est très symbolique, mais ça accrédite un petit peu cette idée de nouvelle vague. Je pense pas qu'ils prennent Nestor Almendros au hasard. Par hasard. Enfin, moi, ça me surprendrait, quoi, quand même, quoi. Enfin, mais peut-être que oui, peut-être qu'ils savent pas du tout qui c'est. J'ai du mal à croire ça. Monty Hellman, j'ai du mal à croire ça. Ouais. Et Corman, pareil. Corman qui a quand même importé pas mal de films européens, qui connaissait un peu le marché. Qui est très cultivé là-dessus, parce que justement, il scrutait tous les marchés étrangers pour essayer de récupérer des gens à pas cher pour aller bosser pour lui. Voilà, exactement. Donc non, moi j'ai été film brinque-ballant, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de justement pas trop propre, pas trop bien nettoyé aux entournures. Et une très belle scène de fin, qui est justement une scène que ne voulait pas Roger Corman, qu'il avait coupé au moment de la sortie en salle, parce qu'il avait remonté le film, évidemment, ce gros sapajou, pour en faire un film qui s'appelle Born to Kill, et que donc Monty Hellman a pu réintégrer après, qui est une scène de discussion entre Warren Oates et sa petite amie, où elle lui sort ses 4 vérités. Et la manière dont réagit Warren Oates, c'est tellement belle, parce que c'est tellement improbable d'offrir une tête de poulet. Oui, non, c'est vrai que il y a cette scène, c'est vrai que c'est incroyable cette scène-là. Enfin, voilà. Et non, puis des espèces d'anti-déclaration d'amour. Enfin, c'est très très curieux. La fin est très très curieuse, très très curieuse. J'aime beaucoup l'associé. L'associé, moi, je l'ai vu dans plein de films. Dans plein de films des années 80, dans les films de mafieux, je suis incapable de dire comment il s'appelle, mais c'est une gueule que j'ai déjà vue. Il a le bout de mafieux. Et j'étais très content de le voir. Je me suis dit, mais dis donc, toi, je te connais. Et j'étais très très content de... Tu devais des sous arrangés, du coup, t'es venu tourner là. Voilà, exactement. Donc, c'était très... Petit grand film, en fait, ou grand petit film, je sais pas comment on peut dire ça, mais effectivement, on voit bien, quoi, que ça participe, même si c'est un peu en souterrain, mais ça participe de ce renouveau du cinéma dans les années 70, et je trouve que ça va très bien avec Macadamia de voix. D'ailleurs, les 2 films se succèdent, les souvenirs sont bons, donc ça va très bien. C'est vraiment, on va vers quelque chose à la fois de série B, d'une espèce de série B conceptuelle. Si on peut, et je rappelle sur Monty Hellman qu'il existe un excellent documentaire de 1986 de Paul Joyce, Plunging on a Lawn, Monty Hellman Life in a Day, où donc Paul Joyce est allé le voir dans sa propriété, et il l'avait interviewé toute la journée. Il avait plus de 9 heures de rush, et il en a fait un documentaire de 1h30 où c'est Monty Hellman qui parle de cinéma, qui parle de montage, qui parle de littérature et de sa vision de manière générale des arts et de l'industrie américaine du cinéma. C'est absolument passionnant.
Donc Cockfighter de Monte Hellman qui vient de ressortir en Blu-ray chez Carlotta. On va rester dans le milieu des animaux, mais on va passer des coqs aux chiens. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était deux vers avec Make It in the Morning, Shake It in the Night, l'excellent groupe briochin, donc qui a sorti deux albums absolument fabuleux et à voir en live si vous le pouvez. C'est tip top, comme disent les jeunes de 1985. C'est ça. C'est Bat. C'est Bat, ouais. Voilà, et de films Bat et de gens qui veulent Make It in the Morning. On va en parler à l'occasion de la sortie la semaine dernière de Chien de la Casse, premier long métrage réalisé par Jean-Baptiste Durand avec Antonin Bajon et merde. François Renoir, non. Non, pas François Renoir. Merde, bon. je vais retrouver. Tu veux que je meuble pendant ce temps-là ? Vas-y, meuble. Alors, je vais raconter peut-être l'histoire de voilà, Chien de la Casse. J'ai bien fait d'aller le voir, oui, parce que sinon on serait dans le caca. Donc l'histoire, une histoire d'amitié contrariée, puisque de ça il s'agit en fait entre un jeune Raphaël Quenard, en plus il est merveilleux. Un jeune dandin à grande gueule et donc un petit gars un peu taiseux, voilà, qui se connaissent depuis longtemps et dont l'amitié va se retrouver perturbé par l'arrivée de, qu'est-ce que je vous le donne en mille, une fille. Les filles. Et donc justement, dit comme ça, on se dit, ah mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce film, sur une histoire, sur un pitch comme celui-là. Or,
Et c'est à mon avis la grande qualité de ce film, c'est qu'à partir d'un schéma aussi rebattu que l'amitié masculine contrariée par une histoire amoureuse, il arrive, moi je trouve, plutôt bien à mener sa barque. À faire quelque chose de beaucoup plus complexe. Ouais, alors c'est beaucoup plus complexe et d'aller dans des directions où tu attends pas forcément le film. C'est-à-dire toi tu te fies un peu à tes schémas scénaristiques en disant bon là maintenant il va se passer ça, bon là en fait son pote il est gay. Déjà, non, c'est plus compliqué que ça. Le cadre nous change un peu parce que donc, le film est tourné, comme on dit, dans la France périurbaine, au fin fond de l'Hérault, dans un petit village, voilà. Côté de Montpellier. Exactement, un village qui a l'air en automne. Voilà, qui a l'air charmant, mais effectivement bien paumé, et donc une bande de jeunes qui zonent, qui font les cons, certains dealent un petit peu. Ils s'emmerdent beaucoup principalement, ils aident les gens du quartier, ils leur font des gâteaux, tout ça, mais ils zonent principalement avec des aspirations différentes. Le personnage de Bajon, donc lui, veut partir faire l'armée, alors que celui de Raphaël Quenard, lui, il a fait un CAP de cuisine, mais il n'a pas vraiment envie de bosser. Il se préserve, voilà. Il se préserve parce qu'il n'a pas du tout envie de rester là, même si on sent très bien que justement... C'est plus compliqué que ça d'échapper à son milieu. Voilà, c'est le genre de personnage qui dit, moi, un jour, j'irai faire de grandes choses, moi, un jour, je partirai, mais on sent bien que finalement, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Effectivement, cette amitié qui est presque toxique parce que... Alors, qui repose quand même sur un rapport de domination et de soumission. Sur une dynamique particulière. Qui est quand même assez particulière. Le perso de Raphaël Quenard qui aime beaucoup Rabroué... le personnage de Bajon, donc qui s'appelle Dog, qui lui ne répond jamais, qui lui ne dit rien, qui encaisse les coups, alors que l'autre n'arrête pas de se foutre de sa gueule. Il va prendre un petit peu d'assurance en rencontrant la gonzesse, mais ça va, on va dire, redoubler de coups dans une scène au restaurant qui est glaçante. On dirait du piala. C'est estomacant, qui est glaçante, la violence verbale. Parce qu'il n'y a pas de violence physique, voilà. Quasiment pas. Après, à la fin, un petit peu plus, mais il y a pas de... Non, c'est juste verbal, quoi. C'est juste... Et on sent, en fait, c'est marrant, parce que moi c'est marrant, en sortant du film, je me suis dit, c'est marrant, la première partie du film, notamment, m'a un peu fait penser à Power of the Dog, tu vois. C'est-à-dire, tu te retrouves dans on te téléporte dans une espèce de milieu, et tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau relationnel entre les personnages, et tu sais pas exactement si les personnages s'aiment, ne s'aiment pas, tu t'arrives pas à quantifier, en fait, comment fonctionne leur amitié, en fait. Et en fait, au bout d'un moment, le film te fait accepter que leur amitié, quelque part, elle fonctionne comme ça. Parce que... Et t'es toujours un peu contrebalancé par les personnages, et des fois tu les trouves horribles. Mais même Bajon, qui est censé être la victime, il y a des fois tu as envie de le secouer pour qu'il envoie chier son pote, quoi. Tu veux lui dire, mais vas-y, porte tes couilles, mec, quoi. Tu vois, enfin, et tu te rends compte dans le même temps que c'est beaucoup plus... voilà, que t'es en fait dans l'empathie et dans le jugement, et ça joue tout le temps un peu entre les deux pour que l'empathie finisse par prédominer, finalement. D'autant que tu as ce truc que dit à un moment le personnage de Raphaël Quenard, donc il dit on n'est pas potes, on est frères, et que tu le veuilles ou non, de toute façon on restera frères. Mais c'est la question, en fait, des amitiés qui se développent quand on est très jeune. Là, ils se sont rencontrés quand ils avaient 10-11 ans, donc quand ils étaient en 6e. C'est que, donc, à un moment, genre quand t'es jeune, tu penses que t'es frère, mais pour continuer à grandir, faut que t'acceptes, en fait, que t'es juste un ami et pas un frère, pour faire évoluer la relation, et comprendre aussi que du coup il y a d'autres personnes qui peuvent venir dans ta vie, et que qu'il faut pas rester, on va dire, dans son entre-soi, sinon évidemment personne ne va grandir. Ah oui, d'ailleurs, enfin, c'est un film de maturation, de toute façon, pour les deux personnages. Mais ce qui était déjà le cas, le film de Sachant qu'ils sont pas immatures, hein, ils ont tous les deux des côtés matures sur certains aspects et des côtés immatures sur d'autres aspects. Parce qu'ils ils ont pas 18 ans, hein, ils ont 23, 25 ans, tu vois, donc ils sont dans une espèce d'entre-deux comme ça. Mais il y a des restes de l'adolescence, et puis il y a déjà la pression du monde adulte qui le précédent film de la co-scénariste Emma Benestan, qui est sorti l'année dernière, qui est un très beau teen movie français qui s'appelle Fragile, que je vous recommande, qui abordait déjà ce genre de questions-là, mais avec des jeunes qui avaient plus 17-18 ans justement, mais qui étaient un peu sur les mêmes relations et sur la question du dialogue notamment, que je trouve très beau dans le film, sur la communication, très fort, et qui fonctionne hyper bien, à la fois parce qu'il y a une puissance de jeu dans la parole et dans le non-dit de la part de Bajon et de la part de Quenard, et qui fonctionne extrêmement bien, avec une mise en scène qui, pour un premier film, je trouve hyper maîtrisée, parce que à certains moments il filme ça comme un western, avec des plans absolument magnifiques dans la lande de l'héros, et il tient son truc tout le long. Et il arrive à mettre de la tension avec juste 3 acteurs dans un champ, quoi, assis à une terrasse de café ou dans un resto. Ça, je trouve toujours assez admiratif, moi, d'être capable, juste par la puissance de tes comédiens,
faire en sorte que le spectateur se sente un peu oppressé. Il n'y a pas de musique, il y a pas de... Non, c'est pas des gros effets de mise en scène, c'est très très simple. Hein, mais il n'y a quasiment pas de musique de fausse. Mais ça marche beaucoup aux acteurs, quoi. Ça marche beaucoup aux acteurs, et tu sens que le mec, il a aimé travailler. Moi, j'ai l'impression qu'il a aimé travailler avec ces deux acteurs-là, qui vraiment sont avec une espèce de côté, Laurel et Hardy, mais tragique, quoi. Il y a un côté clownesque, hein, presque. Hein, Autant Bajon, on l'a vu dans quelques films ces dernières années, et à chaque fois, il ne fait que reconfirmer à quel point c'est un futur grand acteur. Et Raphaël Quenard, qu'on a vu dans quelques petits second rôles avant, là vraiment explose dans un genre de mini Depardieu. Et à la fois, il a une gouaille incroyable, il a un sens du rythme, il arrive, et je trouve que c'est très beau, à ne pas effacer son accent du Sud, justement. Il sait jouer avec son dos. Voilà, il sait jouer avec son dos voûté, parfois trop grand, et il a une manière assez spéciale aussi de se déplacer. Enfin, un peu comme une genre de grâce, mais qui ne serait pas maîtrisée. Oui, et puis je dis, il est tantôt absolument odieux, tantôt il est super attachant, ce qui fait que mais moi, c'est ça que je trouve plutôt intelligent, c'est qu'on a justement, tu as envie de juger les personnages, et au bout d'un moment, tu te rends compte à quel point c'est difficile. Et je trouve que le film a ce processus-là, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas si c'est le film de la fin d'une amitié, ou au contraire d'une amitié qui est en train de mûrir. Je pense que le film est assez ouvert de ce point de vue-là. Voilà, il y a peut-être une homosexualité chez le personnage de Raphaël Quenard, mais c'est pas le centre du film. C'est-à-dire, c'est peut-être pas. Finalement, c'est pas vraiment. Et c'est pas le point principal. Non, parce que c'est à la fois de la jalousie, de l'amitié, peut-être du désir. On en sait trop. En fait, on n'en sait trop rien. Et moi, je trouve toujours bien. Et la balance est bien gérée. Je trouve toujours j'apprécie toujours qu'un film ne m'oblige pas à savoir exactement ce qu'il faut. Asséner des. Ouais, alors des fois j'aime bien. Il y a des fois, pas bouder mon plaisir. Il y a des fois j'aime bien quand c'est tout tracé. Mais j'aime bien aussi justement quand c'est parce que pour moi la nature humaine ressemble un peu plus à ça, justement, c'est-à-dire avec cette difficulté, avec ce truc où on a envie de juger les gens du plus fort de nous-mêmes parce qu'on est comme ça, et où dès que tu connais un peu les gens, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça devient méga compliqué de les juger parce que tu as accès à leur complexité, même chez des gens qui par ailleurs sont, parce qu'il y a un grand truc sur la culture. Oui. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup surpris, c'est dans la manière dont le personnage de Quenard, de Raphaël Quenard est écrit. Il faut voir que je me souvienne de ce nom-là, moi, parce que s'il devient connu, je vais avoir mais moi, il y avait quelque chose qui m'a vachement surpris, c'est le côté très très littéraire, mais très littéraire, justement forcé. Et ça, c'est très bien joué par lui, parce qu'en fait, il joue le mec qui est plus cultivé que les autres et qui arrête pas de les écraser par le fait qu'il est plus cultivé, mais qui se fait rabrouer, mais qui est justement à deux doigts d'une certaine forme d'autisme, en fait, c'est-à-dire à deux doigts d'autisme intellectuel, de penser conscient qu'il est largement devant les autres, mais ça va avec une espèce d'idéalisme qui lui revient à la gueule, et qui fait que l'épreuve de l'existence est finalement plus douloureuse pour lui que pour Bajon, qui lui est muré dans son silence, enfin, tu vois, c'est super intéressant de voir comment ces deux corps-là dialoguent entre eux. Et d'ailleurs, l'actrice qui joue la petite amie est très bien aussi. Je trouve que ça et ça arrive à dont le rêve est de travailler dans un cinéma à Rennes. Ouais, exactement. Tiens. Et voilà. Je trouve que ça. Et puis moi, je trouve en plus même les acteurs secondaires, là, tous les potes de banc. Alors, je sais pas pour toi, mais moi, je me suis dit, il y a un moment, mais à quelle époque se passe le film? Oui. Et en fait, dire que c'est fin 90. Ouais, parce que les bagnoles, les 205 GTI, les R25. Après, il y en a encore pas mal. Mais tu vois, et même ce côté fumeur de bédo à capuche. Enfin, moi, j'ai vraiment retrouvé ta jeunesse. Pas ma jeunesse, parce que moi, je vivais en ville, moi, donc c'était beaucoup moins prononcé que ça. Mais avec un père. Oui, enfin, en ville quand même. Donc voilà, il y avait quand même l'électricité et l'eau courante. Ah bon? Oui, je te jure. Et voilà, mais moi, j'avais par contre pas mal de potes qui venaient, j'avais pas mal de gens que je connaissais qui venaient des villes aux alentours, avec parfois des villes genre près de la mer, où là c'était plus balnéaire, machin, puis d'autres bleds qui étaient des bleds vraiment ruraux, quoi. Et effectivement, ce côté, tu vois, glander sous l'abribus, tu vois, sans faire un peu de deal, tu vois, sans être des criminels, ni des sales types, ni rien du tout. Bouiné, quoi. Ouais, bouiné et tout. Et moi, j'ai un peu retrouvé ça. J'imagine que ça, c'est un truc qui n'a pas disparu et qui se fait
toujours chez les gens de 15 ans, 20 ans, quoi. Mais il y avait une espèce c'était un peu étrange comme espèce de sentiment d'anachronisme, et je pense que le choix des automobiles et même des fringues, même des fringues d'une certaine manière, pour moi, n'est pas lié au hasard. Je pense que ça... Quelle vulgarité dans les Est-ce que le réalisateur parle de quelque chose est-ce que ça évoque des choses qu'il avait connues lui aussi quand il était plus jeune? J'en sais rien du tout, mais en tout cas, je sens ce sentiment de temporalité un peu étrange m'a bien plu aussi à l'intérieur du film. Et puis filmer le Sud, je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, c'était une région où je me suis dit, mais en fait, je t'ai jamais trop vu au cinéma à ce point-là. Et ça donne il y a des super jolies couleurs automnales, des plans très westerniens et tout, des choses très très belles. Donc c'est le très beau Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, actuellement dans vos salles. Rapido, mon cher docteur, vous avez vu aussi About Kim Soo-hee de Julie Jung. Oui, tout à fait. Alors donc film coréen, comme l'indique son titre et le nom de sa réalisatrice, réalisé par une femme, ce qui n'est pas si courant que ça encore en Corée. Enfin, je dirais en Corée, même dans d'autres pays, de manière générale, mais voilà, donc deuxième film de la réalisatrice. J'ai pas vu son premier, donc je découvrais un petit peu le film. J'avoue que j'ai surtout été le voir parce qu'il y a cette actrice que moi j'aime beaucoup, qui a un nom que je n'arrive jamais à me souvenir, parce que c'est un nom avec plein de voyelles. C'est Bae Dun. Ah oui, c'est non. Je vais retrouver, continuer. Voilà. Bref, toujours est-il que ça raconte l'histoire donc d'une jeune femme, d'une jeune lycéenne même très exactement, qui sort d'un Badon May. Voilà, c'est ça. Et qui est donc... Ah mais oui, elle joue dans V-Host. Que l'Atlas. Elle joue dans V-Host, elle joue dans... elle joue dans le dernier Koreeda. Elle est un peu partout. Elle jouait dans la série de zombies coréenne sur Netflix aussi, Kingdom. Elle a joué avec Park Chan-wook, avec Bong Joon-ho. Voilà, elle a joué avec un peu tout le monde. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune lycéenne qui vient d'un lycée agricole et qu'on envoie, sans qu'on se pose trop la question de la cohérence de la chose, travailler dans un standard téléphonique pour un sous-traitant de la grosse boîte de télécom coréenne de l'époque. Donc on est au milieu des années 2010. Et ça se passe pas bien du tout. Ça se passe pas bien du tout parce qu'en fait, tout le système, c'est un espèce de système hyper libéral. Et en fait, le film montre ça très bien. C'est-à-dire comment est-ce que l'idéologie libérale se déploie toujours de manière à quelque part coller aux éléments culturels d'un pays. C'est-à-dire en France, on va te dire, le libéralisme, c'est la liberté. Tu as la liberté d'entreprendre, tu es libre, t'es auto-entrepreneur, tu vas être libre. Donc on va jouer sur des idéaux de liberté qui sont les idéaux révolutionnaires français, qui ne sont pas que français, mais qui sont un peu une des bases, on va dire, de notre société. Alors que là, ça repose, et c'est encore plus pervers, parce que là l'idéologie libérale repose sur la culpabilité, sur le fait de culpabiliser les autres et de se sentir coupable perpétuellement. Et donc en fait, c'est un monde qui est un monde, c'est à la limite un monde concentrationnaire, parce qu'en fait c'est un monde rempli de jeunes femmes qu'on emploie en stage, sous-payées, qui sont payées au chiffre, qui sont payées en fait en fonction de ce truc, sachant que leur boulot consiste à décourager les gens de résilier leur abonnement. Donc elles passent leur temps à essayer de les arnaquer en leur offrant d'autres trucs en fait. Comme font malheureusement beaucoup de gens dans les centres d'appel téléphoniques. Et alors je sais pas si je spoil pas, mais bon. Un événement tragique arrive et en fait le film est divisé en deux parties. C'est-à-dire que la première partie on suit en fait la jeune lycéenne, dans la deuxième partie on suit une policière qui donc va enquêter sur ce drame, sachant que c'est tiré d'un fait divers réel. Donc je sais pas si je peux spoiler ou pas le truc. Bon. Si vous voulez pas savoir, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes. Voilà. Bref, toujours est-il que donc la jeune femme finit par se suicider et donc du coup Bae commence à enquêter, une policière qui est un peu fatiguée et qui commence donc à enquêter là-dessus, puis qui commence à se rendre compte en fait que non seulement voir les rouages du système. Alors c'est pas que les rouages, c'est qu'en fait non seulement la boîte de téléphonie, et alors il y a un motif qui revient dans tout le film, c'est les tableaux avec des performances où t'es chiffré, et en fait le truc c'est qu'en fait elle commence à débarouler le truc et en fait on commence à se rendre compte que tout le monde est comme ça, c'est-à-dire que les écoles refilent des stagiaires pas chers aux entreprises parce que ça augmente leur taux d'emploi, que s'ils augmentent leur taux d'emploi, ça augmente leur palmarès par rapport aux autres écoles, et que si ça augmente leur palmarès, elles touchent des subventions. Voilà. Et donc en fait tout le système tient comme ça, en fait, et donc elle remonte jusqu'au ministère. En fait, les ministères entre eux
s'évalue à partir de performances, de résultats, de machin. Et en fait, tu vois comment la logique libérale... C'est la loi de la jungle. En fait, c'est ça. Voilà ce que c'est qu'un pays entièrement privatisé. Voilà ce que c'est qu'un pays entièrement privatisé. C'est un pays où la question comptable est la seule question qui vaut. Et le problème, c'est que dans un pays où en fait, c'est que quand la vision comptable est la seule qui prévaut, en fait, c'est terrible, hein, mais on arrive fatalement à un pouvoir, à un système concentrationnaire. Et concentrationnaire au sens presque nazi du terme, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, toute dimension humaine est gommée, quoi. C'est-à-dire que tu n'as que le choix entre craquer ou devenir comme les gens, devenir un salaud. Et t'as pas d'autre choix. Voilà. C'est soit t'es une merde, soit t'es un salaud. Et il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a plus aucune place pour rien d'autre que ça. Eh ben, c'est encore un film qui respire la santé, ça. Donc c'est un film qui est un peu déprimant, hein, qui est un petit peu, qui est pas très marrant. Alors avec un effet, alors c'est peut-être le reproche que je ferais d'ailleurs aussi à Chien de la Casse, c'est dans Chien de la Casse, il y a le parallèle entre Dog, le personnage de Beaujon, et le chien, qui est peut-être un petit peu trop appuyé. Si j'avais une petite réserve, effectivement, ça serait peut-être que c'est peut-être un petit peu appuyé. Et on retrouve un peu de ça, je trouve, aussi dans ce film-là. C'est-à-dire qu'en fait, assez rapidement, le film est divisé en deux. C'est un diptyque, il y a deux femmes. Et fonctionnement en miroir. Voilà, et on se rend, et la flic retraverse les mêmes endroits que la jeune fille. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a une superposition entre ces deux personnages qui finalement ne sont que deux versions d'un même type de femme, en fait. Puisqu'en fait, c'est aussi le truc, c'est que le personnage, dans l'ouverture du film, le personnage ne nous est pas montré du tout comme une fille faible. On nous est montré au contraire comme en 2-3 scènes, en fait. Volontaire. Alors non seulement volontaire, mais endurante, avec du caractère. Il y a la première scène, c'est un plan séquence où elle est en train de danser face à un miroir. Et elle loupe un pas, en fait. Elle recommence, et on la voit en plan séquence recommencer le pas 4-5 fois. Et puis ensuite, il y a une scène dans un resto avec une copine. Il y a des mecs qui la font chier, qui la chambrent derrière. Et elle y va, elle est prête à mettre des coups de boule. Enfin, tu sais pas du tout. On part pas du tout sur quelqu'un qui est fragile, en fait, psychologiquement. Et en fait, c'est vraiment le système qui la fragilise, avec des systèmes de culpabilité. Alors, où elle n'est pas la seule, d'ailleurs, à se sentir coupable, où elle se rend compte qu'avec elle, ses collègues, ils sont tous mis en concurrence, que si elle réussit bien, ça met la honte aux autres collègues, donc il ne faut pas qu'elle réussisse trop bien. Où elle a une superviseuse qui claque dans ses mains comme une gardienne de camp. Et il y a vraiment dans les scènes de boxe, il y a vraiment presque quelque chose qui relève du film de prison. Il y a vraiment dans la manière dont ça fonctionne, quoi. Après, je trouve que c'est un film. Voilà, pour conclure là-dessus, on pourrait, si on devait tracer un petit peu, on pourrait finalement, c'est pas si loin que ça du cinéma de Ken Loach, par exemple. C'est-à-dire, en tout cas, de certains films de Ken Loach, notamment ceux où la critique sociale, ce qui l'intéresse, c'est le mécanisme. C'est comment est-ce que vous prenez un être humain et vous le broyez avec un mécanisme social en particulier. Et Ken Loach n'est pas seul d'ailleurs, hein, mais Ken Loach en partie est assez connu pour à mon avis, ses meilleurs films sont ces films-là. C'est les films qui montrent comment l'emprisonnement. Comment tu broies une âme humaine, comment tu broies une humanité, voilà. Comment tu déshumanises les gens, comment tu les détruis. Et là, on retrouve un petit peu aussi, alors c'est pas du tout le même style de mise en scène, c'est beaucoup plus léché, on va dire, comme mise en scène, mais effectivement, c'est pas si éloigné que ça, et ça rejoint quand même, moi je trouve une vague du cinéma sud-coréen que moi j'aime assez quand même, qui est cette vanne presque masochiste en fait, hein, du constat social sur la Corée, et qui je trouve fonctionne plutôt pas bien, et qui est vraiment plutôt pas mal là-dedans, et qui est vraiment porté par les deux actrices principales qui sont très très bien. Merci, je trouve, donc c'est About Kim Soo-hye de Jolly Jung actuellement dans vos salles. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, docteur. Alors, moi, ça sera à nouveau un film de femme, puisque ça sera le premier film de Jennifer Kent, Mr. Babadook. On avait déjà parlé de The Nightingale. Ouais. Voilà, son second film. Mr. Babadook est donc film d'horreur, film de monstre, film de monstre dans le placard, qui me faisait un peu peur au départ, mais quand j'ai vu que c'était pas quand j'ai vu que c'était pas produit par Jason Blum, j'étais un peu rassuré, et que c'était tourné en Australie également. Et effectivement, c'est moins maîtrisé, je trouve, que The Nightingale, mais il y a quelques moments qui fonctionnent pas mal, sachant que c'est pas du jumpscare, c'est vraiment de l'épouvante, pas mal de hors-champ et des effets spéciaux utilisés avec parcimonie, mais à bon escient. Merci. Alors moi, ce sera le film de Steve Buscemi de 1993, Trees Lounge, film de dérive et de bar. Un très beau film avec Buscemi et Chloé Sevigny. Et sinon, Kiss Me Killer,
film de 1974 de Jess Franco qui remakait un de ses propres films avec Cutchy et énormément de talent et d'invention. Il était quand même trop fort. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Valentin à la technique. Merci docteur. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.